Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Ailleurs dans le monde. Le 36e sommet des chefs d'État de l'Union africaine s'est tenu les 18 et 19 février à Addis Abeba en Éthiopie. Au menu de ce sommet, entre autres, la zone de libre-échange africaine, le maintien de la suspension de ses rangs du Burkina Faso, du Mali, de la Guinée et du Soudan, ainsi que la situation sécuritaire sur le continent. Autre temps fort de ce sommet, le chef d'État comorien, Azali Assoumani, a pris la tête de l'Union africaine, succédant ainsi au président sénégalais Macky Sall, sans oublier l'expulsion d'une diplomate israélienne de l'Assemblée de l'Union africaine. Alors quel est le bilan de cette rencontre annuelle? Décryptage avec l'historien Bangaline Goran. Bonjour et bienvenue. Bonjour Fatim, bonjour à tous et à toutes. Et le politologue Eddy Guipier, bonjour et merci d'être présent. Bonjour Fatim. Alors messieurs, on va commencer tout de suite avec l'aspect économique. Ce sommet devait acter l'accélération de la zone de libre-échange continentale africaine. Rappelez-nous déjà de quoi il s'agit. On en parle depuis des années. Alors donc comme son nom l'indique, zone de libre-échange continentale du continent africain. L'idée a été émise, l'esprit date de 2012 où les premiers jalons ont été émis de constituer un très large marché, on va dire à l'échelle continentale africaine. Et dès 2019, l'idée a commencé à germer, a pris forme, et à partir de 2021, un traité qui a été mis en œuvre, qui concerne 54 pays à l'exception de l'Érythrée. Le but, justement, comme je le disais antérieurement, est de faire en sorte que ces 54 pays d'Afrique puissent constituer un marché unique. Ce sera le plus grand marché unique du monde, avec bien entendu, derrière ça, la levée ou la suppression de certaines barrières douanières et de toute forme de taxes pour constituer un marché unique à l'échelle du continent, comme je le disais. Donc, c'est une idée qui, comme je le disais, qui date d'une dizaine d'années et qui tarde à être mise en œuvre en l'espèce. On perçoit vraiment peu l'effectivité de cet accord. Où en est la mise en place de la ZLECA? Si on s'en tient, disons, à l'intervention de celui qui est chargé de l'exécution des différents protocoles liés à la ratification, c'est-à-dire l'ancien président du Niger, le président Mamadou Issoufou, la ZLECA a fait l'objet d'une communication de sa part devant l'Assemblée générale. Et si on doit retenir quelque chose de ce qu'il a dit, c'est que grosso modo, sur les 54 pays qui devraient en principe signer, tous l'ont fait à l'exception de 7 pays, qui n'a pas voulu citer peut-être pour des raisons, pour éviter de les exposer. Mais grosso modo, il a expliqué que les raisons pour lesquelles ces différents pays n'ont pas signé, en tout cas les raisons qui lui ont été signifiées, sont de deux ordres. Il y a des raisons administratives, c'est-à-dire qu'il fallait faire une sorte d'alignement de la législation nationale qui existait déjà, qui préexistait, sur les normes déjà posées par le protocole d'AZECAF. C'est la première raison qui explique certaines défections jusqu'à aujourd'hui. Et puis la deuxième raison, elle est d'ordre financier, parce que quand on parle de zone de libre-échange, cela implique que ces États-là vont renoncer à des entrées financières, parce que quand vous avez des droits douaniers qui sont perçus, ça vient alimenter votre budget. Mais quand vous signez un accord où vous devez lever les barrières douanières, c'est un manque à gagner pour ces États-là. Et donc, ces États ont mis devant sur la table comment est-ce qu'on compense ce qu'on va perdre. C'est vrai qu'il y a un accord qui va réunir toute l'Afrique. Actuellement, le taux de commercialisation entre les différents pays, ils ont appelé ça le taux de commerce intra-africain, est à moins de 20%, il est à 17%. On veut le relever, créer donc une synergie entre Africains, de sorte qu'on puisse mieux échanger entre Africains qu'entre l'Afrique, par exemple, et l'Europe. Mais il y a un prix à payer. Et quand on parle de lever des barrières douanières, le coût financier derrière, c'est que des budgets des différents pays qui sont alimentés par les recettes fiscales et parafiscales seront amputés d'une certaine manière. Donc, certains pays ont mis ça sur la table. Comment est-ce qu'on fait pour trouver une solution pour compenser ce que ces États-là qui vont ratifier le protocole perdent? Donc, je pense que c'est à ce niveau-là qu'il y a encore quelques blocages. Mais déjà, le programme a une phase test en Afrique de l'Ouest, notamment à partir du Ghana, où l'assimilation a été faite de réunir un certain nombre de produits fabriqués sur le continent, et puis selon le tracé des trajectoires économiques, les mettre en route pour voir à quel niveau, parce que c'est vrai que le programme existe déjà sur papier, mais dans les faits, voir à quel niveau ça coince ou ça passe non. L'Assemblée, on va s'intéresser à l'aspect plus politique de cette rencontre avec le maintien de la suspension des pays tels que le Burkina Faso, le Mali, la Guinée et le Soudan.
les 3 pays membres de la CEDEAO, donc Burkina Faso, Mali et Guinée, avaient demandé le 10 février la levée de leur suspension, à la fois à la CEDEAO, à l'Union africaine, déplorant des sanctions imposées. Monsieur Dja, est-ce qu'on pouvait s'attendre à une autre décision vu le tollé des précédentes vagues de sanctions? Est-ce que ça vous surprend qu'on maintienne cette suspension? Ça ne surprend pas parce que c'est d'abord ces sanctions-là ne sont pas des sanctions qui ont été prises sur la base d'analyse, je dirais, liées à une situation ou en tout cas à la tête du pays. Ce sont des dispositions qui sont dans les tests et de l'Union africaine et de la CEDEAO. Donc c'est d'abord avant tout des décisions qui sont conformes à la lettre des traités liés à ces différentes organisations-là. Alors, ce dont il a été question à travers, disons, cette dernière Assemblée générale, l'impression en tout cas que j'ai eue, c'est qu'il y a eu 2 sons de cloche. Il y a eu déjà le sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO qui, avant de laisser l'opportunité à l'Assemblée générale de l'UA de se prononcer, a dévancé en reconduisant ces différentes sanctions-là. Et en rajoutant une. En rajoutant interdiction de voyage dans la zone de l'Union africaine. Mais au-delà de cela, il y a aussi le secrétaire général de l'ONU qui était présent à ce sommet, qui également, dans sa prise de parole, a insisté sur la nécessité de garder une certaine fermeté vis-à-vis de ce type de méthode de changement de régime. Mais à côté de cela, à titre un peu plus personnel, le président de la commission de l'UA, le diplomate Moussa Faki, s'est prononcé plutôt pour qu'on puisse relancer la réflexion sur les modalités de ces sanctions. Parce que finalement, il a voulu qu'on fasse une distinction entre le genre de sanctions qui peut affecter l'économie et donc la population. Et puis, il a montré sa préférence pour des sanctions individuelles. Et je pense que sur la question, ça a toujours été ma position parce que finalement, derrière disons la notion de fermeté qui est mise en avant très souvent, on prend des sanctions qui affectent l'économie de tout un pays. Et quand on sait que généralement les conflits actuels, que ce soit au Mali ou au Burkina, se jouent sur un fond de fragilité lié notamment aux attaques djihadistes. Donc on ne peut pas, j'estime, traiter chaque pays selon la même rigueur parce que il faut analyser au cas par cas. Parce qu'en Guinée, par exemple, le pays n'est pas fragilisé par une situation liée au terrorisme, comme c'est le cas au Mali et au Burkina. Donc, on estime que même si ces 3 pays ont fait un front commun et qu'ils forment une demande liée à leur statut commun, au-delà de ça, il devait y avoir une manière d'analyser la situation au cas par cas, de sorte quand même à apporter un accompagnement aux différents pays qui sont déstabilisés, qui ont besoin de cet appui-là, de sorte qu'on ne sanctionne pas et qu'on ne reste pas loin, s'attendant à ce que la situation s'arrange sans forcément apporter l'accompagnement, l'appui qu'il faut. Eddy Guipié, devrait-on les réintégrer quelque part ou imposer des sanctions plus mesurées ou en tout cas plus personnalisées? Effectivement, je pense que nous sommes tous dans une sorte d'impasse. Une impasse parce qu'il n'y a pas de coup d'État que de coup d'État militaire. Les coups d'État militaires ont été créés justement par des situations, en somme, tout assez paradoxales, dans ce qu'on appelle en sciences politiques la transitologie et la consolidologie. C'est-à-dire que vous avez des régimes en voie de démocratisation, c'est le cas par exemple du Mali et du Burkina, ou quasiment démocratiques, et vous avez des régimes qui n'ont pas été, où on va dire l'horizon politique étant saturé par des mandats supplémentaires. Tout ceci a constitué, on va dire, un appel d'air pour les militaires qui se sont investis dans le champ politique une fois de plus. C'était quelque chose qui commençait à devenir rare. Depuis les résolutions qui ont été prises depuis le sommet d'Alger, il était bien entendu de mise que les coups d'État ne constituent pas un mode d'accès au pouvoir et que les mesures les plus strictes allaient être prises au sein de l'OUA d'abord, puis de l'Union africaine pour interdire la participation de certains pays justement à l'ensemble de ces sommets, etc. Ceci étant dit, face à la question de l'inefficacité des sanctions qui a été évoquée par le président de la commission, Moussa Mahmat Faki, la question est somme toute assez légitime. Donc pour moi, nous sommes dans une impasse. Peut-être que confier le dossier, mettre une commission pour essayer de voir quel type de sanctions peut être prise. Je ne suis pas d'accord avec le cas par cas parce que finalement, ça laisse des appels d'air à certains pays qui s'estiment être favorisés. Par exemple, le Tchad, qui est le pays d'origine
de Moussa Faki, pour lequel il avait réagi somme toute assez mollement, pour ne pas dire réagi du tout. Effectivement, il y a des pays qui ne sont pas abordés. La CEDEAO, elle, veut faire de son espace un espace sans coup d'État militaire, j'insiste. Donc, elle essaie d'endiguer, on va dire, le phénomène. Mais force est de constater que tout ceci est inopérant. L'Union africaine doit, à mon avis, réfléchir encore plus sur ces mesures-là. Mais vous parlez des coups d'État militaires, et c'est vrai que l'institution, à travers Moussa Faki Mahamat, a dit que vraiment, il voulait encore une fois montrer que son institution était contre ces changements anticonstitutionnels. Mais on a l'impression que les coups d'État militaires sont finalement la finalité, parfois, d'autres choses, de coups d'État institutionnels. Et ces institutions ne semblent pas traiter ces questions-là, de troisième, quatrième ou autre mandat. Est-ce que ces institutions ne doivent pas aussi prendre à bras le corps ces changements constitutionnels avant d'attaquer les coups d'État? Absolument, parce que la vocation de ces institutions, c'est aussi de s'adapter au contexte du moment. Je rappelle que jusqu'à la fin des années 90, les coups d'État étaient admis comme un moyen, parmi tant d'autres, d'alternance du pouvoir dans les différents pays membres de l'Union africaine. Mais à un moment, à partir de l'instant où on s'est rendu compte que dans un contexte de démocratisation et appuyé par la forte politisation de l'armée, il a commencé à y avoir une multiplication des coups d'État où avec certains pays où en l'espace de 3 ans, on pouvait se retrouver avec 3-4 coups d'État, on s'est rendu compte que c'est devenu quelque chose de chronique, un problème auquel il fallait s'attaquer. Donc, je veux dire, il y a eu déjà cette prise de conscience qui a conduit à la prise de ces normes-là pour poser quand même des garde-fous, voilà, c'est le mot que je cherchais, des garde-fous, pour mettre fin à cette pratique-là. Et si aujourd'hui, un problème ancien qui n'existait pas, parce que quand on était encore sous le système des partis États, il ne se posait pas le problème de troisième mandat. Donc l'Union africaine et l'OIE avant elle ne pouvaient pas prendre de protocole en la matière parce que le problème n'existait pas. Aujourd'hui, le problème existe. Et donc, l'Union africaine doit s'adapter à ce problème nouveau. Et c'est la question justement de la capacité d'adaptation de ces institutions-là aux problèmes nouveaux aujourd'hui que cette situation met au devant de tous. Parce qu'au-delà de ça, il y a aussi la question de la déstabilisation terroriste. On a mis en place, on a essayé de s'adapter en mettant en place la force africaine en attente. Oui. Mais jusque-là, elle est en attente. Donc, il y a cette difficulté en fait de l'Union africaine à s'adapter à des contextes qui évoluent, il faut le reconnaître, assez rapidement sur le contexte. Mais pour revenir à la question des mandats à longévité, à vitam aeternam, si l'Union africaine prenait ce genre de résolution ou de décision, j'en ai l'impression que les 3/4 des chefs d'État africains seraient disqualifiés. Juste si on prend juste l'Afrique centrale, oui, disqualifiés, peut-être. Est-ce possible ? Peut-être que l'Union européenne pourrait avoir beaucoup plus de courage, effectivement. L'Union africaine ou l'Union européenne ? L'Union africaine. C'est un lapsus révélateur. Parce que derrière ça, en fait, je pensais à une position courageuse au niveau de la limitation des mandats. Peut-être 3 mandats de 5 ans, 3 quinquennats ou 2 septennats, par exemple. D'aucuns nous diront, comment il s'appelle ? C'est pour ça que je parle de l'Union européenne. Angela Merkel a fait 16 ans au pouvoir. Qu'à cela ne tienne, nous pouvons être des précurseurs dans l'espèce. Voilà. C'est au niveau, justement, du manque de rajeunissement, du manque de changement au niveau de la classe politique, puisque d'aucuns même se permettent, on va dire, des successions, comment dirais-je, monarchiques. Des filiations même. Voilà, des successions monarchiques qui fait que les militaires se sentent investis justement de la mission d'interrompre tous ces processus-là et de le faire par le biais des coups d'État. Effectivement, ce serait bien qu'on sanctionne toute voie qui ne soit pas légale ou constitutionnelle d'accession ou de maintien au pouvoir. L'Union africaine peut être précurseuresse en l'espèce, à mon avis. Alors, on va maintenant s'intéresser peut-être à l'autre moment fort. C'était avec la représentante d'Israël, et Israël a dénoncé samedi l'expulsion d'une de ses émissaires au sommet de l'Union africaine, accusant l'Iran d'être derrière cette mesure avec la complicité de l'Algérie, de l'Afrique du Sud. Mais l'UA dit avoir adressé une invitation unique à l'ambassadeur d'Israël auprès de l'UA, et cette invitation ne pouvait être utilisée par personne d'autre. Alors, monsieur, déjà, qui faut-il croire ? On a 2 versions, même si la scène parle d'elle-même. Qui faut croire sur... C'est un problème protocolaire vraiment, ou c'était une manière de garder la face je pense pour l'Union que c'est africaine ? un problème protocolaire parce que quand on écoute les différentes parties, une invitation a été adressée à l'ambassadeur des États-Unis, d'Israël auprès de l'Union africaine, qui a décidé
finalement de laisser cette latitude d'être présent dans la salle à la sous-directrice Afrique du département des affaires étrangères d'Israël. Alors, ils n'auraient pas dû parce qu'apparemment, l'accréditation semblerait-il porter de manière spécifique le nom de l'ambassadeur. Et étant donné que dans la salle, il y avait également le chef du gouvernement de la Palestine et une délégation de l'Algérie qui sont des pays, disons, opposés à la présence d'Israël dans l'arène de l'Union africaine avec le... Et l'Afrique du Sud aussi. Voilà, de l'Afrique du Sud aussi. Et donc, ce sont eux qui ont dénoncé la présence de cette personnalité qui connaissait apparemment très bien. Donc, pendant que les travaux étaient en cours, on a dû faire venir le protocole pour faire des vérifications. On s'est rendu compte que l'accréditation a bien été émise, mais elle ne s'adressait pas, disons, à cette personnalité-là, mais plutôt à l'ambassadeur d'Israël auprès de l'Union africaine. Alors, une chose est sûre, c'est que cet incident a failli un peu détourner l'attention de l'essentiel parce que quand vous faites le tour, une revue de presse, pratiquement tous les médias en parlent. C'est devenu une sorte d'événement dans l'événement. Mais je pense qu'à cette même Assemblée générale, le représentant de la Palestine a pris la parole. Il a pu s'exprimer, il n'a pas été interrompu. Mais parce que c'est un pays observateur. Oui, bien sûr. Tout comme quand on lui a attribué le statut, bien sûr à la Palestine, le statut de pays observateur, cela n'a pas créé des vagues. Parce que je pense qu'initialement, en fait, aujourd'hui, se pose un problème qu'Houphouët-Boigny avait vu par le passé, qu'il avait relevé. Il avait dit à l'époque qu'il fallait faire attention de ne pas exporter en Afrique et dans les instances africaines le conflit du Moyen-Orient. Et le fait aujourd'hui d'avoir ouvert la porte à la Palestine a mis l'Union africaine dans une certaine difficulté d'équilibrer les choses en accordant le même statut à la Palestine. Et finalement, aujourd'hui, la réaction d'opposition que certains pays ont eu vis-à-vis à cette décision d'accorder les statuts à Israël a fait que ce qu'on devait éviter, ce qu'Houphouët-Boigny avait voulu qu'on évite, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le conflit israélo-palestinien est entré dans l'arène de l'Union africaine, de sorte que finalement, au lieu que cette organisation puisse, au niveau international, jouer un rôle de médiation pour la recherche de la paix, elle se retrouve elle-même au cœur du conflit. Alors, mais, sans vouloir vraiment reprendre feu Félix Houphouët-Boigny, mais il n'y aurait pas de Palestine s'il n'y avait pas ce conflit. L'État palestinien lui-même, qui n'est pas tout le temps reconnu, n'existerait pas. Donc comment se détacher de ce conflit qui est inhérent à ces deux pays ? On va dire qu'historiquement, je parle sous le contrôle de mon cher collègue qui est historien, l'Organisation de l'Unité africaine, de par ses pères fondateurs, bien entendu, mais de par des hégémons, que sont l'Algérie, par exemple, et l'Afrique du Sud, par exemple, à partir des années 90, a toujours été proche, n'est-ce pas, de certains pays considérés comme étant défendant le principe de l'autodétermination des peuples. On le sait, le président de l'OLP, Yasser Arafat, était un des membres chouchoutés par l'organisation, par l'OUA dans un premier temps, puis par la suite par l'Union africaine. Et effectivement, ce patrimoine historique-là que l'Union africaine a endossé. Et il y a eu les premières lignes de fracture à partir de 2021, là où Israël était proposé par le président de la Commission, Moussa Mahmad Faki, comme membre observateur. Et ça a créé un tollé. Et les deux États qui se sont insurgés contre cette position ont été l'Algérie et l'Afrique du Sud. Donc il y a une reconsidération de cette position. Ce que moi je voulais dire quand même, c'est de se dire que malheureusement, c'est peut-être une défaite tactique pour Israël, mais Israël s'était engagé dans une dynamique de victoire stratégique, puisque plusieurs États, et pas des moindres, le Tchad, la Guinée, les pays arabes comme le Maroc et même le Soudan se sont estimés favorables à Israël et ont commencé à entretenir des relations diplomatiques avec elle. Peut-être que cette cerise sur le gâteau a été le verre de trop, si je peux m'exprimer ainsi, et je pense que la diplomatie israélienne a eu pas mal d'acquis face aux pays africains. Peut-être qu'elle voulait maintenant truster, on va dire, cornaquer l'institution régionale, et ça se fait avec des difficultés, comme on peut le voir. Alors l'autre aspect politique important, d'autres temps forts de ce sommet, c'est le chef d'État comorien, Azali Assoumani, qui a pris donc la tête de l'Union africaine à 64 ans. Il succède pour 1 an au Sénégalais Macky Sall, devenant le premier Comorien à prendre la présidence tournante de l'organisation panafricaine. Quelques mots déjà sur ce personnage qui, a fait l'unanimité, mais qui, dans les livres, en tout cas dans les médias, divise. Oui, bien entendu, c'est quelqu'un de sulfureux,
qu'il faut savoir que le président Assoumani Azali rentre dans le champ politique dans son pays, les Comores, à partir de 1999, si mes souvenirs sont exacts, par le biais d'un coup d'État militaire. On en a déjà parlé. Il y a pas mal de chefs d'État qui se refont une virginité politique par le biais des élections cette fois-ci. Il y en a pas mal. Moi, je pense à Azali Assoumani, je pense à Mohamed Bouhari, je pense aussi à Julius Maada Bio, qui ont déjà fait des coups d'État antérieurement et qui reviennent, qui se font une virginité politique par le biais électoral cette fois-ci. Effectivement, les Comores, c'est une histoire compliquée. À partir de 1975, un référendum qui est organisé par la France, un référendum globalement pour l'indépendance, l'autodétermination, l'indépendance des Comores, c'est 4 îles. Alors la grande Comore, l'île d'Anjouan, l'île de Moélie et l'île de Mayotte. Sauf que en 1975, les Français se rendent compte que si les 4 îles ont voté collectivement pour l'indépendance, une seule a voté contre, il s'agit de Mayotte. Donc Mayotte sort, n'est-ce pas, de l'archipel et devient française. Et il faut savoir que l'Union africaine, du moins l'OUA, plus l'Union africaine, continue à demander chaque année à la France de laisser Mayotte intégrer l'ensemble continental. Ça a été fait par référendum, là aussi. Oui, mais en fait, on a sorti une île de l'archipel. Voilà. Après ça, c'est beaucoup de coups d'État aussi, 19 tentatives, si mes souvenirs sont bons encore une fois. Et à sa décharge, en tout cas, on peut lui être gré d'avoir pacifié, on va dire, l'espace politique, même si ça s'est fait avec pas mal de coercition. Une nouvelle constitution, un ensemble beaucoup plus cohérent. Il y a plusieurs présidents qui se sont succédés après lui. Il y a eu Sambi, il y a eu Ikilou Douanine. Il revient, il est contesté en interne. Et cette victoire, c'est une victoire de la diplomatie comorienne. C'est une victoire aussi de toutes ces petites pastilles d'îles, ou du moins de cet aspect de l'Afrique océanique, l'Afrique de l'océan Indien, qui monte en puissance, on va dire, dans l'instance régionale. Et c'est une victoire, on va dire, pour la diplomatie comorienne au demeurant. Alors, à quoi doit-on s'attendre? Et puis peut-être un petit mot sur le bilan de Macky Sall, mais là, à quoi doit-on s'attendre? On doit s'attendre à ce que le président du Comore, en tout cas, porte avec une âpreté, une passion particulière. Il a dit dans son discours d'introduction qu'il prenne position de manière claire sur la question du réchauffement climatique, qui est la préoccupation première des îles, parce qu'on sait que ces îles-là, avec le problème de la montée du niveau de la mer, certaines îles identifiées dans le Pacifique notamment sont appelées à disparaître. Donc la question du réchauffement climatique, en prélude à la COP26 qui se tiendra à Abu Dhabi, a été relevée dans sa prise de parole comme l'une des questions qu'il va particulièrement suivre et pour laquelle il va s'engager, s'investir. Alors, avant lui, il y avait Macky Sall qui avait déjà engagé des chantiers, notamment sur la question tout aussi liée au réchauffement climatique, qu'est la question de la sécurité alimentaire de l'Afrique, à travers notamment, la conférence internationale de Dakar qu'il a organisée sur cette question-là de l'autosuffisance alimentaire, qui a posé un diagnostic, qui a dégagé des solutions aujourd'hui qui attendent un financement. Le diagnostic, c'est que sur pratiquement 800 millions de personnes qui souffrent de faim dans le monde, un tiers se trouve en Afrique, pendant que le même continent détient 65% des terres arabes aujourd'hui qui restent dans le monde. Donc on ne peut pas en même temps avoir un tel potentiel, c'est-à-dire détenir pratiquement 2 tiers des terres arabes qui existent dans le monde, et en même temps avoir un tiers de la population mondiale qui souffre de faim sur son territoire. Alors on a identifié les défis auxquels l'Afrique devait faire face, et ils ont convenu, sous bien sûr le parrainage de Macky Sall et donc de l'Union africaine, qu'il faille établir au niveau du domaine agricole de chaque pays un pacte national, et puis ensuite, en fonction du travail de mise en commun, dégager les fonds qu'il faut pour financer ces pactes nationaux. Et selon les promesses qui ont été mobilisées par la BAD, puisque la conférence internationale sur la faim a été co-organisée par l'Union africaine, le Sénégal et la BAD, on est arrivé sur un portefeuille de 32 milliards, et on espère que ce qui a été déjà arrêté sera exécuté par le nouveau président de l'Union africaine. Ce sera le mot de la fin. Je voulais un mot sur Macky Sall, mais on n'a plus de temps. Si c'est une phrase.
Macky Sall, c'est une image qui nous est restée en interne. C'est la tentative de médiation de l'Union africaine dans le conflit ukrainien, avec une photo qu'il a prise avec Poutine en juin 2022. Bon, bien entendu, derrière ça, ce sont ses adieux pour se consacrer en mieux sur la situation intérieure de son pays, qui est moins intéressante qu'on le pensait. Allez, ça sera le mot de la fin, monsieur. On se quitte sur cette citation. Nous autres Africains sommes très proches les uns des autres. Il nous reste simplement à communiquer entre nous sans passer par l'Europe. De Tierno Monambo. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur RTI 1.